Alors, l'objectif, c'est d'apporter un éclairage donc, par rapport à cette notion d'intelligence en santé publique sur ce que peut apporter la participation citoyenne et surtout sur toutes les questions que cela pose. Vous allez voir d'ordre extrêmement différent. Quelques éléments sur le contexte sociétal, scientifique et politique, sachant qu'un certain nombre de choses ont déjà été évoquées ce matin, et donc je ne vais pas forcément y revenir. Juste quelques mots, on a évoqué le lien sciences sociales, santé publique, pluridisciplinarité. Je pense qu'on a dans les éléments récents, et notamment le rapport Tunon de Lara, Armand Terrasse, un certain nombre d'éléments pour ancrer cette disciplinarité, voire interdisciplinarité essentielle en santé publique. Et puis aussi, on l'a évoqué, un contexte quand même qui a généré alors de la défiance ou il y a plein de façons de le dénommer qui, je pense, ancre davantage encore cette nécessité de participation citoyenne à la recherche, qui peut prendre en effet différentes formes. Et je voulais rappeler que, en effet, moi j'ai l'impression qu'on a un vrai gradient dans cette participation citoyenne qui implique un certain nombre de méthodologies, de réflexions, de positionnements qui vont des sciences participatives, déjà évoquées un petit peu, notamment dans le champ de l'environnement, mais on en a à peu près dans tous les domaines des sciences participatives qui sont très peu impliquantes pour les personnes, qui n'engagent pas de leur part une identité sociale, une expertise du vécu, comme on l'a évoqué, jusqu'à des dimensions qu'on pourrait qualifier plutôt de recherche communautaire, où là, c'est beaucoup plus impliquant à la fois dans la démarche de recherche, dans la contribution que les personnes vont apporter, mais aussi dans et en quoi est-ce que ce vécu représente une expertise qui doit être considérée au même titre que les autres expertises pluridisciplinaires qu'on va avoir autour de la table. Donc, je reviens pas sur la définition de la recherche communautaire, juste quelques mots pour revenir pour beaucoup sur les raisons pour lesquelles est-ce qu'il est pertinent d'engager les citoyens dans la recherche. Tout d'abord, l'un des bénéfices majeurs, c'est d'orienter les questions de recherche. On se le dit, mais c'est pas toujours si évident que cela. Et surtout, on verra que les moyens méthodologiques pour mettre en place cette bonne idée que d'orienter les besoins de la recherche en fonction des besoins des personnes concernées ou de ce que les citoyens ont identifié, ce n'est absolument pas aussi simple. Évidemment, l'enjeu du changement social, à partir du moment où on implique les personnes, on va avoir déjà une action en tant que telle et on va pouvoir avoir des bénéfices secondaires de cette implication, notamment avec la question de la littératie, mais c'est absolument pas le seul enjeu. Mais en tout cas, on peut se dire que dans tous les contributeurs ou contributrices, il est clair que ça va impacter leur littératie et leur rapport à la science et à la santé lorsqu'il est question de recherche en santé. L'idée aussi, c'est que cette contribution citoyenne, elle va nécessiter un changement de positionnement épistémologique quant à la façon de considérer la recherche et la science, impacter à peu près tout le monde, et on a tendance à se focaliser sur ce que ça implique pour les personnes, mais on oublie de penser ça implique pour les équipes de recherche, pour le chercheur en tant que tel et pour la recherche en général, avec un espèce de façon de considérer que les chercheurs vont s'adapter. Et je pense que ça, c'est absolument pas si évident que ça. Ça nécessite, j'y reviendrai, éventuellement des formations, en tout cas une réflexion et des discussions. Et avec l'idée aussi qui est un peu sous-jacente en ce moment dans certains mondes où finalement rendre ça systématique, et je pense que c'est une très mauvaise idée parce que tout le monde n'est pas prêt, tout le monde n'a pas envie, et l'un des messages forts, en tout cas, je pense, sur cette contribution citoyenne, c'est que le but n'est pas de normaliser les choses, mais bien de s'adapter au contexte, aux questions, aux populations, aux chercheurs, et de toute façon, il y a suffisamment de sujets pour pouvoir rester dans cette diversité. Cette contribution citoyenne, elle nécessite un certain nombre de prérequis. Il y en a beaucoup d'autres. Je pense que la méthodologie en tant que telle et tous les positionnements que ça implique sont importants à rappeler. Les histoires de financement, on en reparlera sur la rémunération des citoyens qui contribuent. C'est un vrai sujet. Là aussi, on commence à avoir des positionnements systématiques sur oui, il faut rémunérer à tout prix. En fait, personnellement, je pense que c'est pas
là aussi une bonne idée. Derrière, c'est la liberté individuelle de contribuer et de ne pas vouloir être rémunéré. On a des cas de figure extrêmement différents, donc il faut aussi qu'on envisage ces dimensions, ces cas de figure différents, et puis évidemment des questions juridiques, souvent liées d'ailleurs à la rémunération, qui sont encore à travailler. Sur ces enjeux, en effet, valoriser l'expertise du vécu ou l'expertise citoyenne, sans qu'elle soit liée au vécu, c'est un vrai sujet et c'est absolument pas naturel. Alors, on a une configuration et une façon d'envisager la recherche qui a évolué, mais je crois qu'on est aussi dans une étape actuellement où justement les incitations sont importantes, elles sont fortes, mais elles peuvent aussi laisser la place à mettre de côté certaines disciplines. J'y reviendrai, mais typiquement, on est quand même un certain nombre de sciences sociales aujourd'hui dans la salle. On voit un petit effet délétère du ça faisait chic de mettre des sciences sociales il y a quelques années, et maintenant ça fait chic de mettre du participatif, et on oublie que l'un ne peut pas se substituer à l'autre et inversement. Et je crois, enfin pour moi en ce moment, c'est le cheval de bataille sur lequel il faut qu'on soit très très attentif, et y compris auprès des citoyens, des citoyennes qui contribuent, qui n'ont pas forcément conscience de cela, et donc on a vraiment des grosses discussions avec ces patients chercheurs, patients experts qui sont sollicités et qui se rendent pas compte que si les sciences sociales disparaissent, il manquera de la conceptualisation, il manquera plein de choses. Donc ça, je pense, c'est un vrai gros sujet. Ensuite, il y a les enjeux de méthodologie pure sur l'organisation de la participation. C'est pas aussi simple que ça. Quand on a une structure associative qui fonctionne bien, pouvoir travailler de façon co-construite et organiser les choses, mais comme on le disait ce matin, on a quand même des mondes dans lesquels cette organisation associative, elle n'existe pas. Et donc, comment on fonctionne quand on a des citoyens un peu isolés, mais qui ont envie de contribuer? Ça va poser d'autres questions d'engagement, notamment sur le long terme, mais aussi de formation et évidemment de rémunération. Et donc, je pense que là aussi, il faut envisager l'ensemble de ces cas de figure. Et puis, les savoir-faire et les savoir-être sur lesquels on a déjà pas mal de littérature pour avancer. Donc, qui peut participer à la recherche? Parfois, selon les mondes, les silos, soit de pathologie, soit de champs d'intérêt, des configurations très différentes. Et on a aussi une confusion, notamment par exemple entre les patients partenaires et les patients chercheurs. Le fait de valoriser cette expertise du vécu, il est parfois confondu le fait d'être dans un service en pair aidant et de contribuer à la recherche, et c'est absolument pas ni les mêmes compétences, ni les mêmes engagements, ni les mêmes envies de la part des personnes. Et là aussi, c'est très bien parce qu'il y a un fort plaidoyer sur la participation des citoyens, mais nous sommes à une étape où il va falloir un petit peu clarifier les choses. Et je fais le lien avec l'histoire de la formation où on a un peu recensé dans l'équipe toutes les formations qui impliquent les personnes concernées, ne serait-ce qu'en France. Alors, quand on regarde au niveau européen, international, évidemment, on a encore beaucoup de choses, mais ne serait-ce qu'en France, on a un flou artistique, on a de tout, on a des formations très académiques, les universités des patients, enfin des choses qui existent déjà depuis un certain nombre d'années. On a aussi beaucoup de formations ad hoc qui se font par projet, mais qui ne sont pas pour autant moins pertinentes. Et puis, on a aussi beaucoup d'associations qui construisent des formations ou de structures indépendantes ou d'organismes de recherche. Je pense au Cancéropole, par exemple. Enfin, c'est pas un organisme, c'est pas exactement un organisme de recherche, mais voilà, de structures telles que celle-ci qui veulent soutenir la contribution des citoyens, mais qui peuvent apporter des compétences plutôt sur l'interaction, sur l'empathie. Et là, on est encore aussi dans une étape très floue. On peut un peu tout mélanger et je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu plus clair. Et pour le coup, pour les chercheurs, là, on a beaucoup moins de choses. Alors, dans la formation initiale, de plus en plus, ça, il n'y a pas de souci. Je pense que ce soit en sciences sociales, en santé publique ou chez les médecins, on commence à expliquer un petit peu mieux comment inclure des citoyens au cours de la table
contre, chez les chercheurs plus avancés, on va dire, une fois encore, on considère que c'est naturel, que ça va être évident. Et je pense que ce n'est vraiment pas le cas. Et cette notion d'opportunité qui émerge beaucoup, elle a vraiment des effets très délétères. Quelques mots sur la diversité des contributions possibles. Alors là, c'est vraiment pour illustrer ma fameuse flèche là qui va du participatif au communautaire dans le champ du cancer, parce que je pense que dans le champ du VIH ici, vous avez beaucoup de connaissances. Donc, je voulais revenir sur 2 exemples en cancéro où on a dans le cadre de Sentinelle, je dirais le minimum syndical de participation, et ça a été revendiqué comme tel. On est dans une démarche participative, une plateforme de recherche participative où l'enjeu, il est simplement que des personnes concernées par le cancer, qu'elles soient atteintes ou pas, donc ça marche pour les proches ou pour toute personne qui se sent concernée par la problématique, s'inscrivent sur la plateforme en disant moi j'ai tel profil avec quelques petites caractéristiques qui sont renseignées, mais un minimum pour respecter les demandes de la CNIL. Et puis ensuite, il y a des chercheurs qui déposent leurs projets et on fait simplement le lien entre les citoyens qui ont envie de contribuer et les chercheurs qui proposent des projets. L'idée ici, elle est un peu de zapper l'étape clinicien qui va recruter dans sa patientèle. Ou dans sa file active, et de faire un lien direct. Donc, certes, ce n'est que remplir des questionnaires ou participer à des entretiens ou autres formes de recherche, mais déjà, il y a quand même un pied qui est, enfin, un pas, pardon, qui est fait de la part des personnes pour aller vers la recherche. Et de la même façon, pour les chercheurs, c'est une façon un peu différente de recruter par rapport au recrutement classique. Ça, c'est le minimum. Et puis, en fait, on a développé un projet, enfin, une série de projets même plutôt, où ici, nous avons recruté des patientes dans la plateforme Sentinelle en leur proposant, pour le coup, de contribuer, enfin, de participer à un collectif où elles ont été formées à la recherche. Et surtout, à partir de cette formation, nous avons identifié avec elles les thématiques sur lesquelles elles considéraient qu'il y avait toujours des problèmes dans leur prise en charge, des moments qui avaient été compliqués. Et évidemment, dans toutes les thématiques, il y en avait plein pour lesquelles on savait qu'il y a une littérature foisonnante déjà sur le sujet. Mais malgré tout, nous avons identifié notamment une thématique qui a donné lieu à 2 projets de recherche, qui était celle du vécu des troubles cognitifs pendant les traitements des cancers et après la fin des traitements. C'est un sujet sur lequel on a des données cliniques, on a une plateforme sur les troubles cognitifs et le cancer en France qui fonctionne bien, mais qui n'est absolument pas sur la prise en charge du vécu de ces troubles cognitifs. Et dans la littérature, nous n'avions absolument rien. Et donc, typiquement, là, on est sur un exemple de recherche communautaire où ce sont bien les patientes qui ont identifié la thématique d'intérêt et tout ensuite a été co-construit avec elles, que ce soit le recueil de données où elles ont pu, pour les 2 projets, là, j'évoque Personnage, mais il y en a un autre qui s'appelle Ancoli. Personnage a été mené auprès des infirmières et des oncologues pour comprendre justement quels étaient les blocages autour des troubles cognitifs, quelles étaient leurs stratégies de communication, et on a identifié des choses très intéressantes. Alors là, pour le coup, elles n'ont pas contribué au recueil parce que on était dans le cadre d'une étude qualitative et elles-mêmes nous ont dit nous ne sentons pas pertinente à faire un recueil auprès d'un oncologue. C'est un choix qui a été délibéré de leur part. Par contre, sur la 2e étude, où nous avons interrogé des dyades de patients avec leurs proches, parce que l'enjeu des troubles cognitifs renvoie beaucoup à des explications du type les troubles viennent de la fatigue ou du vieillissement. Et en fait, dans l'interaction patient-proche, on voyait bien que c'est quelque chose qui ressortait beaucoup, y compris de la part des proches. Donc, la 2e étude porte sur les dyades, et là, elles ont été formées au recueil de données par entretien. Et dans les 2 cas, elles ont été formées à l'analyse des données. C'est vraiment une co-analyse et puis évidemment une co-valorisation à la fois scientifique et sociétale par la suite. Donc là, on a vraiment 2 cas de figure et puis il y a tous ceux qui sont au milieu. Et je pense que, en fait, ça nous pose beaucoup de questions parce qu'au sein de Saint-Hilaire, on réfléchit à tout ça. Comment on labellise en fait ces façons de faire et ces degrés d'implication qui sont différents.
Qu'est-ce qu'on caractérise comme étant participatif ou pas, sachant qu'on voit aussi que justement dans les pratiques de recherche, on a parfois le terme de participatif qui est quand même un peu détourné dans la réelle participation des personnes. Mais est-ce qu'il faut mettre un label? Est-ce qu'il faut des typologies de participation? Et c'est une vraie question que nous nous posons. Alors là, on est en train de réfléchir plutôt à un éventail. Donc on part du entrée plat dessert jusqu'au minimum, et avec l'idée que justement on a aussi des citoyens et des citoyennes qui n'ont pas forcément envie d'aller jusqu'à l'entrée plat dessert. Et donc l'enjeu, et ça c'est vraiment pour moi très important, c'est de se dire qu'on va respecter la liberté d'engagement des personnes et leur offrir les opportunités de contribuer à leur juste niveau. Ensuite, ce que je voulais évoquer avec vous aussi rapidement, parce que ça me semble vraiment important de l'avoir en tête, je l'ai évoqué un petit peu ce matin, c'est justement le fait qu'on va de plus en plus dans la façon de développer des travaux autour de la santé, vers les approches une seule santé. Je ne vais pas vous refaire les définitions, mais juste, je pense que dans la façon de considérer les approches une seule santé et le lien avec la participation citoyenne, particulièrement dans ce domaine, on se retrouve au carrefour entre des façons de contribuer de la part des citoyens qui sont très différentes. Des représentations aussi sur les objets santé-environnement qui sont différentes et qui vont engager des pratiques différentes, des positionnements individuels différents. Je peux pas revendiquer avoir une expertise du vécu quand j'ai envie de participer aux recherches sur l'environnement. De la même façon que si c'est le cas de problématiques de santé pour lesquelles je suis concernée au premier plan. Et donc, ça va générer des tensions dans la façon d'impliquer les citoyens et les citoyennes sur ces approches-là. Et en plus, il se trouve que ces approches One Health, eh bien, elles vont générer des tensions elles-mêmes entre la priorité qu'on apporte à la santé humaine, animale ou environnementale. Je vous donne un exemple simple. Quand on commence à promouvoir certaines pratiques autour en étant attentif au coût environnemental, par exemple, de certaines prises en charge médicales, comment on met le curseur entre le coût environnemental et ce que ça implique en termes de qualité de vie des patients concernés. Et on commence à avoir des arbitrages où finalement c'est le coût environnemental qui compte, et ça commence à être problématique. Et possiblement, le fait d'impliquer des citoyens pourra aider à mieux faire ces arbitrages et organiser les choses probablement de façon plus cohérente. J'ai bien vu les signaux de lumière, donc je vais avancer. Donc je vais terminer simplement sur ces points de vigilance et les perspectives sur lesquelles j'ai l'impression qu'il faut qu'on réfléchisse vraiment. On a des leviers de la participation qui sont très, très différents. Et j'ai le sentiment que jusqu'à maintenant, comme tout le monde fonctionne un petit peu en silo, eh bien, on va être obligé à un moment donné de les mettre sur la table pour mieux les appréhender et organiser les choses et les penser méthodologiquement aussi pour que chacun s'y retrouve et puisse construire vraiment des projets qui font sens. Le fait aussi qu'il faut qu'on pense la formation et qu'on la pense plus finement, plus précisément et pas dans un tout de participation des citoyens, qu'on anticipe évidemment les cadres de mise en œuvre. Je pense que juridiquement et financièrement, on en est encore très très loin, même si les agences de recherche ont beaucoup évolué ces 3-4 dernières années, c'est récent, mais ça a beaucoup changé avec l'ANR qui commence aussi à se positionner plus clairement là-dessus, par exemple. Et le fait aussi que dans des mondes très différents, on peut parfois oublier, me semble-t-il, que les chercheurs sont des alliés des citoyens et des citoyennes. Et on voit bien aussi que dans certains groupes sociaux avec des identités fortes, eh bien, le chercheur est parfois mis de côté. Et à mon sens, on a à travailler sur cette notion d'être allié, et notamment avec les sciences sociales. Et puis, donc je terminerai, je l'ai déjà dit, mais je suis très effrayée de ce que j'entends sur des cadres qu'il faudrait construire et respecter absolument sur la contribution citoyenne. Oui, on a besoin de méthodologie, on a besoin d'acquérir des savoir-faire, des savoir-être, de savoir comment il faut s'y prendre, mais il faut absolument que l'on se laisse des marges de manœuvre parce que de toute façon, les contextes sociaux, les groupes sociaux avec lesquels on travaille font que normaliser va être totalement contre-productif. Donc, à mon sens, il faut vraiment le penser et le penser, y compris dans la façon de proposer des cadres, notamment juridiques et financiers, plus vastes. La systématisation de l'approche participative, je vous l'ai déjà dit, la formation des chercheurs aussi. Et puis, dernier point,
quand on va travailler sur le One Health, on va avoir des façons très différentes d'engager des communautés sur des caractéristiques et des identités très différentes. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse mieux sur ce qui fait sens pour les personnes et ce sur quoi on va les engager. Je suis toujours stupéfaite quand on compare, on a un peu parlé de perspective européenne versus internationale, enfin nationale, européenne et internationale ce matin. On voit bien que les tenants de la participation communautaire, notamment en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, qui sont par exemple très ancrés sur l'origine ethnique, etc., en France ne fonctionnent pas du tout. Et inversement, quand on leur raconte ce qu'on fait, ça fait pas toujours sens. Et je trouve que on aurait intérêt à mieux penser ce qui fait sens en considérant ces différences culturelles qui ont un impact quand même très très fort sur l'engagement des personnes et sur le positionnement aussi des chercheurs et après aussi sur le déroulé des recherches, puisqu'on a notamment des cadres juridiques qui ne permettent pas exactement la même chose. Donc voilà, je ne sais pas si on en est au bout, mais c'est un petit peu les messages que je voulais vous faire passer. Merci.